Et coucou YouTube, comment ça va? Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, un nouveau Littérétro comme tous les premiers jeudis du mois, même si vous l'aurez, je ne sais pas quand, samedi sans doute. Donc ce mois-ci on retourne dans les années 50 puisqu'on était dans les années 90 le mois dernier. Donc je fais toujours, hein, voilà, 50, 60, 70, 80, 90 et je retourne dans les années 50 et cette fois ce sera l'année 1953 qui est à l'honneur. Et donc l'année 1953 c'est une année, c'est le début des 30 Glorieuses, c'est la guerre froide, c'est la course à l'espace, au nucléaire, etc. La guerre froide entre donc les États-Unis et la Russie, c'est le macartisme. C'est voilà, c'est plein de choses comme ça qui viennent de l'après-guerre en fait, hein, tout simplement. Voilà, la guerre a eu des conséquences et ça va se voir dans la littérature. C'est ce que je trouve intéressant souvent dans les littérétros, c'est que les livres s'inscrivent vraiment dans leur époque. Et ça, on aime bien, parce que ben voilà, ça nous fait un petit peu revisiter l'histoire aussi, et puis voilà, on se rend compte un peu de voilà que la littérature, en fait l'art d'une façon générale, suit aussi l'actualité. Donc voilà, et oui, ben c'est marrant Michel, moi du coup j'ai choisi cette année-là parce que c'est l'année de naissance de mon père, donc bah voilà. Allez, bah écoutez, je vous propose de commencer. Hop, on va passer là. Et donc, comme d'habitude, j'ai fait des petites statistiques. Donc voilà. Bon, c'est le contemporain qui l'emporte, mais sinon c'est quand même assez éclectique. Alors par contre, là où c'est pas éclectique du tout, c'est qu'il n'y a que 3 autrices. Voilà, évidemment, malheureusement, dans les années 50, c'est difficile de trouver des autrices. Et au niveau des pays, bah écoutez, c'est assez bien réparti. On n'a pas une domination ultime des États-Unis, même si bon, c'est quand même 6 livres. Mais ouais, c'est clair, c'est aussi de l'époque, hein, malheureusement. Voilà. Et donc, c'est parti pour le premier. Donc, comme d'habitude, c'est par ordre alphabétique, hein, les livres qui ont marqué l'année. Et le premier, c'est un roman jeunesse. Il s'agit de L'affaire Caius de Henry Winterfeld. Pardon. Allez, hop, je vais fermer ça. Par contre, je me rends compte que j'avais pas fermé tous mes navigateurs. Ce serait pas mal de tout fermer quand ça veut. Hein. Allez, voilà. Donc, L'affaire Caius. Alors, donc c'est un roman allemand. Ce que je ne savais pas d'ailleurs. L'affaire Caius, moi je me souviens, il me semble l'avoir lu quand j'étais petite. En tout cas, je l'avais. Je me souviens que je l'avais. Donc c'est un roman qui me parle. Et en fait, la particularité de ce roman, c'est qu'il se passe dans la Rome antique. Voilà, c'est assez rare quand même les livres jeunesse qui se passent dans cette période-là, donc c'est intéressant. On est au 1er siècle. Et en fait, on va suivre le jeune Caius, donc dans une salle qui est à l'école en fait, hein, et qui est un peu moqué par ses camarades parce que c'est un peu le cancre. Voilà. Donc, on est au début du harcèlement scolaire, hein. Voilà. Et en fait, un jour, Caius va décider de quitter la classe. Et en fait, donc les élèves vont plus ou moins enquêter. Ils vont retrouver la salle sans dessus-dessous. En fait, il y a une agression. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous raconter sur un professeur en l'occurrence. Et en fait, le truc, c'est que les élèves vont voir l'inscription que eux-mêmes avaient faite au tableau ou sur une tablette, je ne sais plus. Caius est un âne. Et alors, quand je dis tablette, c'est pas les tablettes iPad, hein, évidemment, des tablettes en pierre. Hein. Et ils vont retrouver cette inscription sur le mur d'un temple.
Et donc, forcément, ce qui est extrêmement grave. Voilà, bon après, voilà, je rentrerai pas dans le détail du truc, mais en fait, il va y avoir, c'est un genre d'enquête policière, hein, finalement, dans cette Rome antique, avec comme personnage des enfants. Voilà. Et alors c'est marrant parce que c'est un roman qui était... Alors voilà, justement, c'est pour ça aussi que ça me parlait, parce que c'est un... Je pense que j'avais dû l'étudier aussi, c'est un roman qui était étudié à l'école. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Je pense que oui. Et on nous dit qu'il est aussi étudié aux États-Unis. C'est rigolo. Pour apprendre la vie dans la Rome antique, en fait. Voilà. Et en fait, il y a une note historique, voilà, parce que je raconte toujours les anecdotes sur les livres. En fait, à la fin du livre, il y a une petite anecdote qui explique que, en fait, la phrase Caius est un âne, donc c'est Caius Asinus Est, a été vraiment retrouvée sous forme de graffiti dans les ruines de Pompéi. Voilà, mais en fait, bon, apparemment, ça n'aurait jamais été vraiment confirmé, donc voilà, c'était la petite anecdote là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Voilà pour celui-ci. Alors, on passe un peu d'une extrême à l'autre. Donc, cette année-là est sorti au Japon Les Amours interdites de Yukio Mishima. Alors, je rappelle à toute fin utile que Yukio Mishima est un auteur homosexuel qui a beaucoup marqué son pays, en fait, parce que bon, pas parce qu'il était gay, mais parce que il avait comment dire, il avait un comportement assez particulier, parce qu'il était très très conservateur, pro-militaire, etc. Et en fait, il considérait que le pays partait à volo. Et en fait, un jour, il a fait un discours à propos de ça, et voyant que son discours n'avait aucun retentissement, il s'est donné la mort. Et en fait, donc de façon assez spectaculaire, puisqu'il s'est donné la mort en se faisant seppuku, harakiri, si vous préférez, donc c'est-à-dire avec le sabre. Et voilà, et donc c'est un auteur, et cet auteur était également connu. Alors c'est marrant parce que en fait il a toujours plus ou moins officiellement renié son homosexualité, sans s'en cacher quand même, puisque donc il faisait, alors déjà c'était un modèle aussi, c'était un acteur, et il faisait des modèles de nus, ben, comme sur la couverture d'ailleurs, des modèles de nus qui étaient très, voilà, d'une esthétique très gay, hein, et vraiment il a jamais, voilà, il s'est jamais caché en fait d'être un personnage homosexuel, d'être une personne homosexuelle, et en même temps il a pas non plus, il a jamais avoué non plus. C'est très bizarre en fait. Il a toujours eu un comportement ambigu, et puis surtout c'est tellement paradoxal qu'il soit à côté de ça très conservateur, voilà. Et donc et dans sa biographie Confession d'un masque que j'ai lu, qu'il a écrite à 25 ans, voilà, il se cache pas par contre dans sa biographie effectivement d'aimer les hommes, hein, de fantasmer sur les hommes. Et là, donc, Les Amours interdites, c'est sur la même thématique, en fait. D'ailleurs, le titre original, c'est Kinjiki, qui est en fait un genre d'euphémisme pour désigner l'homosexualité. C'est le dire sans le dire, quoi, hein, en gros, voilà. Et du coup... voilà, en gros, voilà, parce qu'en gros, Kinjiki, ça veut littéralement dire amour érotique interdit. Et donc, voilà, sous-entendu, c'est l'homosexualité, quoi. Et donc, il va raconter un petit peu... il va parler du Japon d'après-guerre, et
Il va être question de l'hédonisme en fait sexuel, hein, surtout dans ce Japon d'après-guerre. Et voilà, alors après on connaît un peu enfin on connaît, moi je connais en tout cas, effectivement son écriture assez lyrique. Et en plus, bah évidemment, voilà, ça contient des éléments autobiographiques. C'est pas seulement, même si c'est un roman, hein, mais voilà, il y a toujours un petit peu d'autobiographie dedans. Donc c'est intéressant. Voilà, voilà. Ouais, tu l'as lu, Les Amours Interdits, je l'ai pas lu moi celui-là. Il est un peu long. Ah oui, 494 pages. Je vais à part Confession d'un masque, je vais m'en tenir à ces nouvelles pour l'instant. Mais ouais, moi j'aime beaucoup cet auteur. Très particulier, vraiment très particulier. Et parfois ça peut être un peu gênant. Alors pas du tout par rapport à l'homosexualité, hein, je précise, moi ça me gêne pas, absolument pas. Mais plutôt sur d'autres choses qui peuvent être assez glauques. Voilà. Donc voilà pour celui-ci qui a connu une adaptation au théâtre aussi. Donc ah oui, voilà, alors les thèmes abordés, ouais, c'est intéressant quand même. Donc outre l'homosexualité, il y a la misogynie qui est abordée. Alors je sais pas si, j'espère qu'elle est abordée pour être dénoncée, mais je suis pas sûre. La beauté et la laideur, la jeunesse et la vieillesse, donc les contrastes comme ça, la vie et la mort, les doubles vies et les alter égaux. Voilà pour celui-ci. Et coucou Mathilde, au fait, oui, c'est vrai, j'avais pas vu que t'étais pas là. Ensuite, le troisième livre de cette sélection, c'est un auteur que j'aime moins d'un coup. C'est L'arrache-cœur de Boris Vian. À ne pas confondre avec l'attrape-cœur de Salinger, hein, évidemment. Donc Boris Vian, ouais, moi j'ai un peu de mal avec cet auteur. Je suis pas de ouf avec son style d'écriture. Faut vraiment aimer. Après moi, celui que j'ai lu, c'était pas un de ses livres un peu réalisme magique, dont font partie L'arrache-cœur, L'écume des jours. Voilà, il aime bien écrire un peu. Ouais, voilà. Réalisme magique, hein, c'est totalement ça. Moi non, j'avais lu un truc vachement plus pragmatique. C'était Les morts ont tous la même peau, mais j'avais pas aimé du tout. Bref. Donc voilà, on est dans un roman qui mêle la poésie, la fantaisie, l'émotion et l'absurde. C'est tout à fait son truc. Donc on va suivre le parcours de Jacques Maure, qui est un psychiatre qui vient d'arriver au village et qui va avoir comme patiente, ouais c'est ça, hein, en fait il va même arriver chez elle, Clémentine, qui est une mère de triplés. Et en fait Clémentine, son problème c'est que elle éprouve pour ses enfants un amour qui en devient obsessionnel, en fait, tellement possessif que c'est démesuré. Et voilà, on va suivre un peu ces deux personnages, et d'autres aussi d'ailleurs. Le truc c'est que voilà, alors c'est vrai que voilà, la thématique est intéressante, mais voilà, faut aimer quand même le côté très, un peu fantastique, un peu onirique, puisque donc Boris Vian, il a créé un genre de monde parallèle en fait dans lequel évoluent ces personnages. Où donc il y a des trucs qui se passent pas dans la vraie vie, hein, et voilà, de façon poétique. Et même il va un peu réinventer le temps, ça va plus être les mêmes repères temporels, etc. Voilà, donc il faut aimer un peu le style. Et voilà, quoi dire de plus. Donc les thématiques, la critique de la psychanalyse, ça c'est intéressant. Bon, vous savez que j'aime pas la psychanalyse, donc voilà. Ouais, alors c'est marrant parce qu'ils disent les femmes, ils sont décrites en position de supériorité par rapport aux hommes dont elles se détachent de plus en plus. Alors je sais pas si c'est bien ou pas dans le livre du coup, mais voilà, c'est intéressant. Coucou Solveig.
T'avais aimé Sanoli, j'irai cracher sur vos tombes. Si j'avais aimé Les morts ont tous la même peau, c'était celui que je voulais lire ensuite. Mais qui est un peu la même thématique, hein. C'est un peu la thématique du racisme. Mais bah ouais, moi aussi j'avais été un peu énervée par Les morts ont tous la même peau. Parce que c'est censé être anti-raciste, mais j'ai trouvé que c'était raciste de ouf en vrai. C'est vraiment, ça m'avait trop gênée. Ça m'avait trop gênée, c'était très bizarre. Le personnage noir qui ne veut pas être noir. Alors ça, c'est intéressant, mais c'était la base était intéressante. C'était un personnage noir, clairement, qui ne veut pas être noir et qui se fait passer pour un blanc, en fait. Il n'est pas très foncé, voilà, il se fait passer pour un blanc. Mais le problème, c'est que ça donnait lieu à des situations un peu cringe, et notamment, alors, la place des femmes là-dedans. C'est pour ça que je me dis, bon là, quand il parle des femmes qui sont en supériorité, je sais pas si c'est décrit comme bien dedans, parce que franchement, c'était pas mal misogyne quand même. Les morts ont tous la même peau. Bref. Donc voilà. Ouais, moi clairement, je pense pas que je lirai encore cet auteur. Ah ben voilà, Sanoli, bon bah voilà, je pense qu'on on a cerné un peu le personnage du coup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on part aux États-Unis avec Les aventures d'Augie March de Saul Bellow. Donc alors, on retrouve le genre du roman picaresque. Je parie que vous vous souvenez pas de ce que c'est. Le roman picaresque. C'est marrant parce que je rencontre ce terme presque à chaque littérétro. C'est très drôle. Le roman picaresque, donc c'est un roman d'apprentissage. Salut Stéphane. C'est un roman d'apprentissage, alors de mémoire, hein, parce que je me souviens plus exactement, mais voilà, c'est un roman d'apprentissage où le héros est un peu un loser et il va lui arriver tout un tas d'aventures et de mésaventures. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Et donc je vérifie pour voir. C'est un genre né en Espagne. Ah oui, ça j'avais oublié. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je rame ? Voilà, donc récit sous le mode... Oui, alors voilà, il faut préciser que c'est sur le mode autobiographique. Alors, c'est pas forcément une autobiographie, hein, mais c'est le héros en général raconte à la première personne. Donc, un héros miséreux, voilà, en marge de la société, voilà ce que j'avais dit, un loser, quoi. À marge de la société, à ses dépens, et donc des aventures extravagantes, plutôt pittoresques. Voilà, en gros, le héros entre en contact avec toutes les couches de la société. Voilà, c'est un peu ce que j'avais dit, quoi. Voilà, voilà. Et donc c'est un roman picaresque, voilà. Bon, j'ai mis apprentissage hein, pour être picaresque. Et donc en fait, on va suivre un adolescent. Comment il s'appelle ? C'est lui, Augie March, hein, du coup. Un adolescent de milieu défavorisé qui va participer un peu malgré lui au rêve américain. Et donc il va raconter un peu son parcours à la première personne. Voilà, donc il fait partie d'une famille qui touche les aides sociales. Les enfants interrompent tôt leurs études pour travailler, pour amener le salaire à la famille, etc. Et un jour, donc, Augie, l'été de ses 12 ans, il va être pris en charge en pension par une tante pour des petits travaux d'entretien. Et ça commence comme ça, en fait, il va enchaîner un petit peu les petits boulots. Et alors, je veux pas trop en lire pour pas trop me spoiler. Mais je pense que en fait, il va se faire lui-même, quoi. Il va continuer à enchaîner les trucs. Ouais, après, putain, ça spoil. On va pas spoiler quand même. Mais voilà, en gros, c'est l'histoire du rêve américain vu par un adolescent. Ça me fait un peu penser à Picsou, moi. C'est tellement ça. Mais voilà. Pour celui-ci, Saul Bellow, qui est donc prix Nobel de littérature, visiblement. Et je ne connaissais absolument pas cet auteur. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne connaissais absolument pas. Voilà.
Alors, ça c'est plus connu. Donc, Casino Royale de Ian Fleming. Par contre, alors ce que je savais pas, c'est que c'est le tout premier roman qui met en scène James Bond. Voilà. Donc c'est vraiment le premier roman d'espionnage de Ian Fleming et le premier roman qui met en scène le personnage de James Bond. Et d'ailleurs, donc il a été traduit en français seulement en 1960, sous le titre, au départ, avant Casino Royale, sous le titre Espions, faites vos jeux. Bon, ils sont pas... Voilà. Et donc on va suivre l'agent secret britannique James Bond, qui est envoyé au casino de Royal-les-Eaux, oui, pour affronter le trésorier d'un syndicat communiste français. Oui, alors là, ça se passe en France, hein, Royal-les-Eaux, c'est en France. Évidemment, James Bond affronte les communistes. Voilà, je rappelle qu'on est en 1953, c'est le macartisme, hein. Il fallait bien des méchants communistes, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, et il va affronter le trésorier qui s'appelle Le Chiffre. C'est son pseudonyme, bien évidemment. Et donc, en fait, il va devoir l'empêcher de récupérer son argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Voilà, c'est un roman qui a connu le succès immédiat et qui carrément a tellement eu de succès qu'il a dû être réédité seulement 1 mois après sa sortie. Et du coup, Ian Fleming, ayant rencontré le succès, il a continué sur sa lancée. Et voilà. La suite, vous la connaissez, hein, évidemment. Adaptation, cinéma, tout ça. En comics aussi, d'ailleurs. Au passage. Pas qu'au ciné. Voilà. Quoi dire de plus? Ouais, c'est marrant que ça se passe en France. Alors sachez que Royal-les-Eaux, ça existe vraiment, hein. Je savais pas. C'est une station balnéaire. Ah non, ça n'existe pas du tout, pardon. Oui, Eva, si tu lis la moitié des mots, c'est sûr. Non, c'est une station balnéaire fictive. Mais en fait, c'est parce que j'avais lu située au nord de Dieppe, mais en fait, voilà. Elle n'est pas vraiment... Elle est là dans la fiction, mais elle n'existe pas. Mais bon, c'est rigolo. Ouais, j'avoue que le chiffre... Alors, purée, alors, sachez aussi que Ian Fleming a écrit ce roman en 2 mois seulement. Et là, je pense que si vous avez écrit des romans ou que vous essayez d'écrire des romans, vous avez grave les boules. Le mec, il torche son machin en 2 mois et allez, succès planétaire. Et voilà. Et maintenant, je sais pas s'il a encore envie, Ian Fleming. Bon, il est mort là, non? Attendez. Je sais jamais. Ian Fleming. Ah oui, il est mort depuis longtemps. Il est né en 1908, donc effectivement. Il était quand même déjà... il avait donc 45 ans, si je calcule bien. Donc oui, effectivement. Mais il est mort pas longtemps après, il est mort en 64. Attends, mais il a eu le temps d'écrire toute sa saga? Tu m'étonnes s'il les écrit en 2 mois en même temps. J'avoue que il peut bien... en 2 mois, ça fait 6 par an. Je pense que c'est bon. En 10 ans, ça va. Il peut en sortir 60. C'est bon. Tranquillou bilou. Tu veux dire la description de James Bond? Est-ce qu'ils le décrivent? Non, ils le disent pas. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est le premier livre de James Bond, quoi, mais c'est pas le premier film, puisque Casino Royale, c'est l'adaptation, c'est la première fois, il me semble, hein, qu'il y a Craig David. Daniel Craig. J'ai fait ma Séverine là. Daniel Craig. Non, Craig David, c'est un chanteur. C'est pas le même. C'est la première fois qu'il y a Daniel Craig, il me semble, hein, dans cette adaptation. Si je ne me trompe pas. Ah non, il y a eu d'autres adaptations avant? Ah oui, mais je l'ai marqué en plus, 1967, c'est vrai.
c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une adaptation en 1967. Et donc, c'était qui faisait James Bond? Alors, il y a eu un téléfilm. Il y a eu d'abord un téléfilm, je n'avais pas noté, mais bon. En 1954, et donc c'est l'acteur Barry Nelson. Après, il y a eu un film en 67, et l'acteur, c'est David Niven. Ah oui, c'est David Niven. D'accord, ok. Je savais pas que David Niven, il a fait James Bond. Je connais rien en James Bond. Alors là, je suis complètement une novice. Oui, c'est clair, Seven Days, c'est ça. Salut Fadou. Je rigole trop de ma connerie. Moi, je connais pas du tout James Bond, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà. Du coup, je pensais vraiment qu'il y avait qu'une seule adaptation à chaque fois par livre et que c'était dans le... Moi, je pensais naïvement que, comme Harry Potter, voilà, ça avait été adapté dans l'ordre des livres, mais en fait, pas du tout. C'est complètement un peu aléatoire au final. Hein. Bon, ma foi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, la conversion de James Baldwin, qui est un célèbre auteur noir, hein, qui a beaucoup œuvré pour la cause des Afro-Américains. Et donc, c'est un récit semi-autobiographique. Voilà, c'est-à-dire qu'il raconte en partie sa vie et en partie il romance un petit peu, hein, où on va suivre donc un personnage qui s'appelle John Grimes, qui est un adolescent qui vit dans le Harlem des années 30. Et donc en fait, on va suivre un petit peu son histoire, sa relation avec sa famille et son église. Et l'histoire de sa famille aussi, puisque donc il a notamment un beau-père assez violent et fanatiquement religieux. Et ça se concentre beaucoup sur le rôle de l'église en fait dans la vie des Afro-Américains. Puisque, ben, voilà, en fait, de façon à la fois positive et négative, c'est-à-dire positive parce que, oui, on sait, c'est vraiment l'Église pour les Afro-Américains, c'est une source d'inspiration, c'est une source de communauté, voilà, et on sait qu'ils tiennent beaucoup, beaucoup à leurs églises. Ben, c'est eux qui ont créé le gospel, etc. Et donc voilà, eux, c'est de façon toujours très positive, très joyeuse, mais en même temps de façon négative, puisque la religion, c'est aussi une source de répression et d'hypocrisie morale, hein, on le sait, voilà. On sait que les fanatiques les extrémistes religieux, les extrémistes religieux blancs, surtout, sont extrêmement racistes, hein, voilà, de façon générale. Donc voilà, ça va pas mal porter là-dessus, tout en racontant la vie de cet adolescent. Et donc il y a pas mal de références bibliques, etc. Donc ça se passe à Harlem, hein, oui, je l'ai dit déjà. Ça se passe à Harlem, qui est donc le quartier noir de New York. Et voilà, alors on nous dit que la conversion, c'est considéré comme le meilleur roman de l'auteur et comme l'un des grands romans afro-américains du XXe siècle. Voilà. Donc, en 1998, voilà, c'est des petites anecdotes, la Modern Library l'a classé 39e sur sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle. C'est pas rien quand même. Et l'hebdomadaire Time a inclus le roman sur sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise publiés de 1923 à 2005. Pourquoi ces dates, je ne sais pas. c'est très précis quand même. Voilà, et l'éditeur Franklin Library l'a inclus dans sa collection des 100 plus grands chefs-d'œuvre de la littérature américaine. Voilà, donc en gros, il est dans des listes, il est dans plein de listes de 100, celui-ci. Mais cependant, il y a eu une controverse à sa sortie parce que le livre contient beaucoup de blasphèmes. Bah oui, forcément, ça critique la religion. Mais aussi de sexe explicite, voilà. Sachez-le, si un jour vous voulez le lire. Et quand le livre est sorti en France, il est d'abord sorti sous le titre
les élus du Seigneur. Je trouve ça plus intéressant que la conversion, même si bon, bah, la conversion, on comprend hein, que c'est d'ordre religieux, mais bon, pas forcément clair, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à un peu de SF, parce que c'est clair que la deuxième moitié du XXe siècle est quand même placée sous le signe de la SF, on va pas se mentir, surtout les années... c'est surtout les années 60, 70, 80, mais même en 50 aussi déjà. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Et on commence donc avec Les Enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke, qui est un auteur extrêmement connu dans le monde de la SF. Et donc, dans cette histoire, on va avoir des extraterrestres qui vont débarquer sur Terre, mais de façon pacifique. Ils vont apporter leur science avancée et permettre la pacification de la planète. Donc les terriens sont heureux, ils profitent de cette paix, mais cependant, ils s'interrogent quand même sur la venue de ces extraterrestres qu'ils ont appelés les suzerains. Ils se demandent quel est leur objectif, pourquoi ils sont venus, c'est quoi enfin, je veux dire, tu peux pas faire un cadeau comme ça sans rien demander en échange, quoi. Donc pourquoi ils sont venus pacifier la Terre? Et surtout, pourquoi personne n'a jamais vu l'un d'entre eux? Voilà, parce que donc ils arrivent, mais on les voit pas. C'est intéressant. Ah, je dis tout le temps, on va pas se mentir, c'est une de mes phrases préférées. C'est un tic de langage, je sais, mais j'aime bien. Celui-là, je le change pas, j'aime bien, on va pas se mentir. J'aime bien cette expression, donc ça me gêne pas. Autant j'ai plein de tics de langage qui me saoulent, autant ça va. Donc ouais, alors voilà, après, c'est un livre qui s'inscrit un petit peu, encore une fois, hein, dans la guerre froide, dans le contexte de la guerre froide. On nous explique en fait que Clarke il a pris le contre-pied d'œuvres comme La Guerre des Mondes, hein, voilà, puisque oui, il a choisi de faire des extraterrestres gentils, bienveillants, pacifiques, voilà. En revanche, ouais, il a gardé cette idée que les extraterrestres ont toujours une science, une intelligence plus avancée que la nôtre. Voilà, ça c'est... Mais cela dit, voilà, apparemment c'était quand même pas trop dans les poncifs de l'époque au niveau au niveau de la science-fiction de l'époque, malgré tout. Donc en fait, il sortait un peu des stéréotypes, Arthur C. Clarke. Et donc oui, en fait, voilà, il s'inscrivait dans un contexte de guerre froide où effectivement les gens craignaient beaucoup par rapport à l'utilisation de la bombe atomique, hein, notamment, craignaient beaucoup qu'il y ait une guerre nucléaire. Et donc voilà, lui, il a imaginé un peu l'inverse, mais voilà, après, je sais pas, je veux pas trop en savoir parce que je voudrais pas être spoilée hein, sur pourquoi ils sont vraiment là, ces extraterrestres. Donc, je ne vais pas en lire plus, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Celui-là, il m'a bien donné envie pour le coup. Je sais pas vous, mais il m'a intriguée. Celui-là, il m'a intriguée. Là. Je suis pas fan des histoires d'extraterrestres d'habitude, vraiment. C'est pas mon truc. Mais le coup des extraterrestres pacifiques qui se montrent pas et qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement, je trouve ça très mystérieux et très intriguant. Voilà. Voilà pour celui-ci. Sachez qu'il y a une mini-série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas vu. On retourne dans le récit un peu autobiographique aussi par un auteur noir. Il s'agit de L'Enfant Noir de Kamara Lay, qui est un auteur guinéen. Le livre est sorti directement en France. Il a été publié à Paris, pour le coup, et donc il est considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature africaine contemporaine. Et il a reçu un prix, le prix Charles Veillon en 1954.
Et donc il a été adapté en film en 1995. Donc dans cette histoire, on suit Leigh, donc on suit l'auteur en fait, hein, c'est pour ça que je dis c'est en grande partie autobiographique, mais pas que, il a un peu romancé. Leigh est un jeune garçon qui vit avec ses parents donc à Kouroussa, un village de Haute-Guinée. Donc son père, qui est forgeron, lui apprend les techniques de son art. Leigh rend parfois visite à sa grand-mère, qui habite dans un village voisin. Et il va à l'école française. À Kouroussa, hein, toujours, mais voilà, dans une école française. Et il va entrer dans une association qui s'appelle les non-initiés. Donc je ne sais pas trop ce que fait cette association. Toujours est-il qu'il va y apprendre la mort d'un de ses amis. Et il va en même temps avoir la possibilité de continuer ses études en France. Voilà. Je n'en dirai pas plus. C'est un livre, c'est un enfant, j'allais dire. C'est un livre donc qui est apparemment très étudié dans les établissements scolaires européens. Donc moi personnellement, je ne l'ai jamais vu passer. Mais contrairement à l'affaire Caius par exemple. Mais ouais, en fait, ça s'explique par le fait que l'auteur, il a vraiment cherché à rendre accessible sa culture. Parce que, ouais, bon, c'est un peu... Enfin, c'est pas hypocrite de sa part, c'est plutôt que je pense qu'il voulait pas trop s'attirer les foudres des Blancs, hein, donc il a évité de critiquer le colonialisme, il a même évité de l'évoquer carrément, quoi, en fait. Il n'a pas du tout évoqué le colonialisme, il a préféré décrire une Afrique paisible. Voilà, donc en fait, ça s'inscrit dans une démarche un peu particulière qui passerait beaucoup moins bien aujourd'hui, je pense, mais que je comprends, parce qu'on est dans les années 50, évidemment qu'il n'allait pas... c'est tout à fait normal de sa part, logique. Voilà, parce qu'on est dans une période de lutte anticoloniale. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vois... J'avais pas lu la suite. Mais du coup, même à l'époque, il a quand même été critiqué par rapport à ça, en fait. Parce qu'on nous dit, voilà, son absence d'engagement politique lui vaut des sévères critiques, parce que, bah voilà, on est en période donc, de lutte anticoloniale, et lui, bah, il fait les gentils blancs. Voilà, donc forcément... Mais en même temps, il y a un auteur, enfin il y a plusieurs auteurs hein, même qui se sont opposés un peu à cette critique. Donc on nous dit, alors, on va commencer par les critiques. La plus célèbre critique, c'est l'auteur camerounais Mongo Betty, qui va sortir un article exprès dans un magazine qui s'appelle Présence africaine. Alors, j'ai pas le détail de la critique, mais en revanche, il y a des auteurs qui se sont opposés à ça, et notamment Léopold Sédar Senghor, alors lui, il est assez connu, qui dit lui reprocher de n'avoir pas fait le procès du colonialisme, c'est lui reprocher de n'avoir pas fait un roman à thèse, ce qui est le contraire du romanesque, c'est lui reprocher d'être resté fidèle à sa race, à sa mission d'écrivain. Et il y a une autrice aussi, Catherine Diaye, qui dit que l'écrivain africain doit, selon elle, apprendre à écrire en esthète sans en rester toujours à une approche de sociologue, d'historien, d'économiste. Donc en fait, c'est un point de vue qui se défend aussi. En fait, c'était en gros, bon voilà, nous, on veut faire de l'art, on n'a pas envie de rentrer dans ces histoires politiques. Voilà. Je vous laisse juge. On passe ensuite à L'épée de justice de Eiji Cronin, qui, contrairement à ce que le titre semble indiquer, n'est pas un roman de fantasy. C'est vrai que quand on voit L'épée de justice, ça fait très roman fantasy. Non, pas du tout, c'est un policier. C'est un roman policier. Donc Eiji Cronin, bon, vous devez connaître ne serait-ce que de nom, hein, c'est un auteur quand même assez connu. Je sais pas si j'en ai lu un de lui, moi. Bonne question. Et dans lequel on va suivre Paul, qui est un jeune homme. Donc on est en 1936. Paul veut devenir instituteur, mais le souci c'est que il a besoin de pièces d'identité pour pouvoir commencer un job en tant que répétiteur.
Oui, ça existait à l'époque. Et le truc, c'est que sa mère ne veut pas lui fournir, enfin, elle semble réticente à lui fournir des papiers d'identité, et du coup, il va comprendre qu'elle lui cache quelque chose, et pour cause, un secret de famille. Je pense qu'on peut le dire, hein, oui, c'est vraiment tout début. Son père, qu'elle lui avait dit être mort, voilà, a été condamné à mort pour le meurtre 15 ans auparavant de sa maîtresse. Et il se trouve qu'il n'est jamais mort, puisque sa peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Voilà, donc ça commence comme ça. Et j'en dirai pas plus. Donc je ne sais pas après quel est vraiment le plot du livre, mais bon, déjà c'est intéressant. Et donc on nous dit que le livre est un réel réquisitoire contre la justice britannique. Voilà, critique de la justice. Alors, dans quel sens ? Voilà, il y a des citations en fait du livre. Ne pensez-vous pas que les jurys sont composés d'individus stupides, ignorants, n'ayant aucune connaissance technique ou psychologique, des esprits faibles soumis à l'influence des témoignages et de la rhétorique de l'accusateur public ? Le procureur, un juge payé dont la carrière dépend de son habileté à vouloir la tête de l'homme assis devant lui, au banc des accusés, ne m'inspire pas plus de respect que le simple bourreau. Donc lui, il critique pas une justice laxiste, il critique au contraire une justice trop sévère, visiblement. C'est intéressant étant donné que son père était quand même condamné à mort pour le meurtre de sa maîtresse et que sa peine a été commuée en perpétuité en fait, et donc il trouve que la justice est trop dure quand même. Bon, après je pense qu'il faut lire le livre pour comprendre. Hein. Voilà pour celui-ci. Ah, tu l'avais lu, Mathilde, Enfant Noir, t'avais bien aimé. Ok, non, j'avais pas vu. Tu parlais de qui, Natacha, du coup, pour l'auteur ? Du coup, j'ai tellement un décalage. Alors, je viens pas juste d'avoir vos commentaires, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas vu vos commentaires à temps parce que j'ai un gros décalage. C'est pénible. On passe à la suite, et c'est sans doute le roman le plus connu de cette sélection, clairement. Voilà, parce qu'on ne fera pas mieux. Il s'agit de Fahrenheit 451 de, enfin 451, on va dire, de Ray Bradbury. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul que j'ai lu dans cette sélection, je pense. C'est déjà bien. Qui est donc l'une des dystopies les plus célèbres, hein, avec 1984 et Le meilleur des mondes. Hein. On va pas se mentir. Ah, le Clark, ouais, moi aussi j'aimerais bien tenter, ouais. Arthur C. Clarke, je crois pas que j'en ai lu. Par contre, j'en ai plein. Parce que Kim, lui, il aime bien. Du coup, il en avait acheté pas mal de cet auteur. Donc, revenons sur Fahrenheit 451, qui est un livre, en fait, qui décrit une dystopie dans laquelle les livres sont brûlés, tout simplement. Donc voilà, en fait, on refuse... Alors, je crois qu'il n'y a pas que les livres, d'ailleurs. En fait, on refuse toute forme d'art parce que, ça... Alors, de mémoire, je crois que c'est... que je ne confonde pas avec Equilibrium, parce que c'était un peu le même truc aussi. Mais de mémoire, il me semble que c'est parce que ça amène des émotions. Et que si on veut, c'est ça, hein, si on veut que le monde reste en paix, il faut pas que les humains aient des émotions, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que les émotions amènent forcément à de l'hostilité, des guerres, tout ça, tout ça. Je dis ça parce que comme c'est pas du tout résumé là le livre, donc j'essaie de me rappeler de tête. Et donc en fait on a des hommes qui sont engagés pour brûler des livres, et paradoxalement, hein, on les appelle des pompiers. Et oui. Et en fait un jour, donc nous on va suivre le pompier Montag, Guy Montag, mais oui on l'appelle Montag, et donc qui a le métier de pompier, et un jour il va rencontrer une adolescente qui
qui est un peu différente justement des gens qu'il a l'habitude de côtoyer. Et en fait, elle va lui poser des questions assez surprenantes. Et en fait, voilà, elle va donc notamment lui demander s'il est heureux. Et donc, mon texte, ça va complètement le remettre en question. Et c'est là que voilà, va démarrer un petit peu sa quête pour comprendre à quoi ça sert tout ça, en fait. Hein, voilà. C'était très intéressant. Mais après, c'est vrai que l'écriture, alors la traduction, je pense qu'effectivement c'est un problème de traduction, mais voilà, l'écriture était très froide. Ça c'est marrant quand on parle de quand on parle de Brasier, quoi. Mais ouais, c'était une écriture assez froide, assez formelle, pas des ouais, alors après, encore une fois, moi je suis pas étonnée quand je vois des écritures comme ça dans les dystopies, parce que c'est aussi à l'image de l'univers, puisque justement on nous explique que les humains ne doivent pas avoir d'émotions, donc quelque part, le fait qu'on ne ressente nous-mêmes pas d'émotions, c'est pas si étonnant que ça. Et, d'un côté, alors oui, c'est clair que ça facilite pas la lecture, et en même temps, bah, je trouve que ça va bien avec. Donc, ouais, je sais qu'il y a peu de gens qui l'ont aimé en vrai. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, c'est vrai que je vois pas beaucoup de gens qui l'ont vraiment aimé, ce livre. Donc voilà. Moi, j'avais bien aimé le fond. En fait, c'est ça, j'avais aimé le fond, mais beaucoup moins la forme. Voilà. Mais j'étais contente de l'avoir lu, parce que c'était extrêmement intéressant quand même. Et encore une fois, donc voilà, évidemment, contexte politique, contexte historique, bien évidemment, puisque là, donc ça fait référence aux nazis qui brûlaient les livres pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc il s'est clairement inspiré de ça pour écrire ce livre. Et voilà, c'est intéressant, ouais, on nous dit les années 1920 à 1950 marquent aux États-Unis le premier âge d'or de la science-fiction. Donc voilà, alors au début, c'était surtout des nouvelles qui étaient publiées dans des magazines ou des romans, mais sous forme d'épisodes, toujours dans des magazines. Et on nous dit à l'époque, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, il y a des fois, c'est un peu ça peut parfois être considéré comme ça, mais à l'époque, c'était considéré comme une littérature de gare. Voilà, c'est-à-dire que c'était voilà, les gens qui lisaient de la science-fiction. Je veux dire, c'est un peu comme nous, les mangas, voilà, c'est genre, on considère un peu que c'est de la sous-littérature. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, hein, mais voilà, c'était un peu mal vu. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, hein, la littérature de genre, c'est pas toujours, voilà, il y a toujours un peu cet élitisme-là, à la con, qui fait que, visiblement, on ne devrait lire que du contemporain. Ah oui, en audio, ça peut peut-être bien passer. Et voilà, du coup, c'était les débuts, hein, de Philippe K. Dick, Isaac Asimov et donc évidemment Ray Bradbury. Et Ray Bradbury, voilà, lui par contre, il a une vision plus pessimiste de la société, mais surtout assez anti-scientifique, on nous dit. Alors je sais pas trop dans quel sens, est-ce que ça veut dire que il rejette la science, ou est-ce que ça veut dire qu'il préfère ne pas mettre de science dans ses romans, je ne sais pas. Et il dit d'ailleurs, il rejette même le titre d'écrivain de science-fiction. Ah oui, c'est marrant. Il dit, en fait, avant tout, je n'écris pas de science-fiction, j'ai écrit seulement un livre de science-fiction. Je sais pas ce qu'il a écrit d'autre, Ray Bradbury. J'ai écrit seulement un livre de science-fiction et c'est Fahrenheit 451, fondé sur la réalité. La science-fiction est une description de la réalité, la fantaisie est une description de l'irréel, donc les chroniques martiennes ne sont pas de la science-fiction, c'est de la fantaisie. Ah d'accord, oui, c'est vrai, c'est lui qui a écrit les chroniques martiennes. Ah, c'est intéressant son point de vue, c'est marrant. Alors ouais, ça peut se défendre, ça peut se défendre. Je comprends ce qu'il veut dire en fait, c'est marrant. Voilà, voilà. Après, il y a eu des théories comme quoi c'était
il s'était inspiré du McCarthyisme aussi, voilà, la chasse aux sorcières, tout ça. Mais bon, apparemment, il n'y a pas eu de confirmation de la part de l'auteur. C'est intéressant. Et donc, si vous ne le saviez pas, c'est vrai que on ne le dit pas assez, mais Fahrenheit 451, en fait, donc c'est une température, hein, voilà, 1 degré Fahrenheit. Et c'est la température, selon Bradbury, où le papier s'enflamme, en fait, et se consume, soit environ 232,8 degrés. Voilà, sachez-le. Et donc, il nous explique qu'il a contacté plusieurs départements de chimie pour avoir cette réponse-là. C'est intéressant, je trouve. Voilà, voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, on va en France, cette fois, avec Les Gommes de Alain Robbe-Grillet, auteur que je ne connais absolument pas. Et donc, alors, par contre, il m'a un peu hypé ce livre. Vous allez voir. Parce que, en fait, c'est pas un policier comme les autres. On est un peu dans un genre de littérature à contrainte, finalement. Je ne saurais pas comment dire ça. C'est pas vraiment à contrainte, mais voilà. Littérature un peu particulière, puisque, en vrai, on suit, en même temps qu'on suit le narrateur. Alors, comment expliquer ça? Non, on va d'abord commencer par l'histoire, et après, je vous dirai. Donc en fait l'histoire c'est que il va y avoir une tentative d'assassinat sur un homme à son domicile, une tentative d'assassinat qui a été commanditée par un groupe terroriste en raison de l'engagement politique de cet homme. Donc il a juste été légèrement touché, mais il va décider de faire croire à sa mort. Et donc on va suivre un enquêteur qui s'appelle Wallace, qui vient d'être fraîchement promu et qui va donc enquêter sur ce meurtre malgré l'absence de cadavre. Voilà. Et donc en fait on nous dit que le narrateur va se déplacer, donc déjà premier parti pris du truc, le narrateur va se déplacer dans la tête, dans la conscience de tous les personnages, policiers comme coupables. Et donc nous, voilà, on va voir tous les points de vue. Donc ça veut en gros, simplement comme si c'était un peu un genre de roman choral, on va avoir le point de vue, donc ça, ok. Ça encore, ça passe. Mais du coup, donc c'est nous qui allons mener l'enquête parallèlement aux policiers grâce au point de vue de tous les personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait penser aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle, où en fait le personnage principal va à chaque fois, chaque jour va être dans la peau d'un personnage différent sur la scène de crime de Evelyn Hardcastle, et donc petit à petit il va recoller les morceaux. Bah là c'est un peu la même chose, mais sauf que là c'est nous, le personnage principal finalement. Et en fait, voilà, du coup, petit à petit, on va un peu combler donc les trous, hein, les pièces, on va rassembler les pièces du puzzle comme ça. Et voilà, et en fait, on nous dit un réel parallélisme est ainsi esquissé entre l'acte de lecture et la résolution d'une enquête policière. Voilà. Et alors, pourquoi les gommes déjà? J'avais vu un truc comme quoi il effaçait au fur et à mesure, je sais plus. Hein, s'ils le mettent pas. Ah, il me semblait avoir vu un truc comme ça. Bon, bah, j'ai dû rêver. Vous voyez pourquoi les gommes du coup? Bon, en tout cas, c'est intéressant. Re-Sanoli, coucou Sophie. Du coup, ouais, moi, il m'a intrigué ce livre. Je suis assez curieuse de ça. Voilà. Petit parti pris stylistique comme ça. Ensuite, ah bon, bah ça vous connaissez, hein. Voilà. Donc, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, l'une des 3 seules autrices de cette sélection.
Je ne l'ai pas lu celui-ci, pour le coup. Et en fait, donc dans cette histoire qui met en scène donc le plus fameux détective d'Agatha Christie, hein, détective belge. Donc on va avoir un homme qui va mourir brusquement d'une crise cardiaque. Et le truc c'est que donc voilà, il y aurait, bon, ben voilà, il a été considéré comme mort naturelle, sauf que sa sœur va dire après l'enterrement, mais il a bien été assassiné, n'est-ce pas? Et le lendemain, elle va elle-même être sauvagement assassinée chez elle, tuée de plusieurs coups de hache, assenée dans le crâne. Allez, bim, ça fait mal. Et donc, c'est le notaire de la famille qui va faire appel à Hercule Poirot. Et voilà, on nous dit que les soupçons... Bon, est-ce que je peux le dire? Je sais pas. Bon, on va s'arrêter là. Mais déjà, c'est intéressant, quoi. Voilà, voilà. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Bon, ben voilà. Allez, mais sinon, je n'ai pas plus d'anecdotes à raconter sur ce livre-là. C'est juste parce que c'est un Agatha Christie, c'est Hercule Poirot. Il fallait que je le mette, quoi. Ah bah oui. Voilà pour celui-ci. On retourne en France avec le célèbre Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher, donc surtout connu pour son adaptation en film, hein, évidemment, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais bon. Film de Truffaut, voilà. Dans lequel, enfin en tout cas dans le roman original, on suit Jim qui est un jeune intellectuel parisien. Donc on est dans les années 10. Et il va se lier d'amitié avec Jules, qui est un jeune poète allemand. Et donc, voilà, ils vont découvrir ensemble un peu la vie parisienne du début du siècle. Jules va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Kat, dont il tombe immédiatement amoureux. Et il va la présenter à Jim. Le problème, c'est que Jim va aussi être attiré par Kat. Donc voilà, on est dans un triangle amoureux, en fait, hein, clairement. Voilà, c'était le début. Le début des triangles, de la mode des triangles amoureux. Voilà, alors on nous dit que, en fait, Henri-Pierre Rocher, il a mis un peu de sa vie dans ce livre aussi, puisque on dit c'est un livre de souvenirs romancés concernant son amitié avec l'écrivain allemand Franz Hessel et sa passion pour son épouse Hélène Grun. Donc voilà, lui-même... Alors, ah oui, c'est marrant, je ne savais pas. C'est les parents de Stéphane Hessel, voilà, sachez-le. Donc, Henri-Pierre Rocher était pote avec les parents de Stéphane Hessel et était même amoureux de sa mère. Voilà, donc c'est marrant, il a reporté un peu son histoire dans ce roman-là. Donc, succès auprès de la critique, mais un roman qui passe inaperçu. Il a reçu quand même un petit prix, mais c'est tout. Voilà, et ben, c'est François Truffaut qui l'a passé à la notoriété en faisant une adaptation en film. Voilà, on nous dit que François Truffaut a découvert par hasard le livre en 1956 parce qu'il a été frappé par le titre. Il dit qu'il a trouvé ça musical et très joli. Il a trouvé alors qu'il parcourait les rayons d'un bouquiniste. Voilà, c'est fou quand même. Hein, il tombe par hasard sur le truc, il aime bien le titre, il le lit et il décide de faire une adaptation et pof, succès. Voilà, c'est incroyable cette histoire quand même. Hein. Moi j'aime bien, moi ce que j'aime bien c'est voilà, quand il y a des anecdotes comme ça autour des livres, c'est super intéressant. T'as peur des histoires sur les triangles amoureux? Pourquoi? Allez, la suite. Alors, celui-là, il est pas forcément très connu, mais j'avais envie de le mettre parce que c'était intéressant. La nuit sous le pont de pierre de Léo Perutz, qui est un auteur autrichien. Donc, dans cette histoire. Alors, déjà, on est dans un recueil de nouvelles. Cependant, les nouvelles suivent une trame principale. Donc, les nouvelles sont plus ou moins reliées, puisque on va
suivre à chaque fois, on va suivre toujours une famille, la famille d'un riche juif. Et donc voilà, c'est intéressant puisque ça se passe donc alors ça se passe pas en Autriche d'ailleurs, ça se passe à Prague, dans une ville juive. Et il se trouve que cette ville a été détruite. Alors j'imagine bien que c'est pendant la guerre, même s'il ne le précise pas, hein, voilà. Et donc Perutz en a été témoin, ça l'a impressionné, il a décidé d'écrire là-dessus. Et donc en fait, dans cette histoire, on suit l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc, alors oui, j'ai pas précisé, mais évidemment c'est du fantasy quand on est un peu dans du presque de la fantaisie, hein, finalement, voilà, puisqu'il a imaginé un peu un univers un peu différent de la réalité. Donc on a un Saint-Empire romain germanique, sachez-le, et donc on va suivre l'empereur qui s'appelle Rodolphe II, qui va visiter la ville juive de Prague, donc, qui existe vraiment, hein, pour le coup, ou pas. J'ai un doute là en fait, c'est vrai que c'est un peu expliqué de façon chelou. C'est la vraie Prague, parce que c'est une ville juive, Prague d'ailleurs, je ne sais pas. Bon bref, peu importe. En tout cas, voilà. Pourtant j'ai bien... Ben oui, qui a bien impressionné Perutz. Oui, donc non, oui, c'est ça, elle a bien existé, puisque on a dit que l'auteur avait été impressionné par sa destruction, donc ok. Donc elle a existé, mais il l'a transposée dans son univers un peu fantastique, quoi. Et donc, il tombe, voilà, et donc dans cette ville, il tombe amoureux d'une jeune femme. Et il exige que la belle lui soit envoyée au château. Oui, parce qu'évidemment, les femmes s'en foutent de leur consentement, hein, bien sûr. Donc il va exiger, il va demander ça à un rabbin. Le rabbin va refuser, car cette jeune femme qui s'appelle Esther est déjà mariée. Et oui, pas de bol. Et donc l'empereur va alors menacer d'expulser les juifs. Et voilà, bah, le rabbin va devoir faire en sorte d'éviter ça. Je vais m'arrêter là. Pas trop vous spoiler ni être spoilé moi-même. Donc on aura compris que on est après-guerre, on est après la Shoah. Léo Perutz a été marqué par la Shoah. Et donc c'est pas dit clairement, mais visiblement il était juif, hein, puisqu'on nous dit même qu'il a terminé son livre quand il était à Tel Aviv. Donc bon, j'imagine que s'il est allé en pèlerinage en Israël, c'est pas pour rien. Et voilà, donc ça s'inscrit vraiment dans un contexte historique, hein. Donc on nous dit, voilà, alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé, je précise quand même, qu'il a commencé la rédaction du livre en 1924, donc c'était quand même avant la Shoah, parce qu'il habitait à Vienne à ce moment-là. Donc je pense qu'il a dû commencer à écrire sur une famille juive, et que les événements ont fait que... Mais c'est intéressant, hein. Voilà. Voilà, donc il est né à Prague. Bah voilà, ça explique tout. Il est né à Prague. Et... Ah non, la ville, elle n'a pas été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été dévastée pendant la guerre de 30 ans. Donc c'était beaucoup plus tôt dans le siècle. Ben non. Pourquoi ils disent que c'est au XXe siècle alors? La guerre de 30 ans, c'est pas du tout au XXe siècle. Et dites pas n'importe quoi, Wikipédia, hein, franchement, au tournant du XXe siècle. Au tournant du XXe siècle, en 1618. J'en peux plus de... Bref, bisous Michel, bonne soirée. Ok, donc en fait, voilà, mais n'empêche, c'est super intéressant. Donc en fait, lui, il est parti de la guerre de 30 ans. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu la Shoah. D'ailleurs, j'imagine qu'il a dû forcément se réfugier quelque part. Et en plus, on nous dit... Alors en plus, il a sorti son roman dans l'Autriche de l'après-guerre, qui était encore très antisémite. Et donc, il a eu du mal à trouver un éditeur. Le succès a été mitigé, même s'il a été acclamé, j'imagine, par le peuple juif, du coup. Et
Ouais. En fait, on nous dit que l'auteur savait que le succès allait être mitigé parce que pour lui, le public germanophone n'était pas prêt à s'intéresser à la littérature concernant le peuple juif. Forcément. Voilà. Ok, bon voilà, c'est intéressant en tout cas. Voilà pour celui-là. On passe à la suite avec Le partage des eaux d'Alejo Carpentier, qui est un auteur cubain, pour changer un petit peu, hein. Pourquoi pas. Et donc là, on est un peu dans le... Alors c'est un récit de voyage, hein, principalement, un petit peu d'apprentissage aussi, mais on est aussi dans un genre de réalisme magique. Voilà. Donc il s'appelle en fait le Real Maravilloso en espagnol. Désolée pour le non-accent. Donc le sous-entendu, le réel merveilleux, donc sous-entendu le réalisme magique, hein, dans le même type de truc. Voilà. Et en fait, donc cette histoire retrace la vie d'un musicologue d'origine hispano-américaine qui vit dans une ville qui n'est pas citée, mais qu'on suppose être New York. Il vit avec une actrice de théâtre. Mais bon, voilà, ils n'ont pas une relation très... Ils sont pas... Même, voilà, ils couchent ensemble, mais c'est tout, quoi. En gros, ils sont pas très, très proches. Et un jour, un professeur d'université va lui proposer de faire un voyage dans les autres pays d'Amérique latine. Non, dans un pays d'Amérique latine qu'on suppose être le Venezuela. En gros, c'est pas trop cité, c'est pas trop précisé, quoi. Et donc, en fait, cela lui permettrait de compléter la thèse qu'il avait entreprise sur le fait que l'origine de la musique se trouverait dans l'imitation des bruits de la nature par les tribus indigènes. Voilà. Donc c'est une thèse du personnage principal. Et donc il va partir. Il va lui remettre une bourse pour ça. Et il va partir donc en voyage dans la jungle. Et voilà, je m'arrêterai là. Donc récit de voyage, roman d'apprentissage. Voilà, donc il va écrire un journal là-dessus, donc un peu un genre d'explorateur, hein, finalement. Voilà. Et donc, ouais, après, voilà, c'est vrai qu'il cite pas trop les endroits, mais on comprend à peu près où c'est à chaque fois. Donc, voilà. Intéressant. Bon, après, il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus. Et donc, voilà, il y a un petit côté réel merveilleux. Donc, on ne nous dit pas exactement pourquoi ni comment, mais bon. Voilà pour celui-ci. Ouais, après, voilà, si vous aimez les récits comme ça de découverte, hein, c'est clairement ça, en fait. Donc, vraiment, il va chercher, voilà, lui il travaille sur la musique, hein, c'est un musicologue, et il va tenter un peu de découvrir si, effectivement, les indigènes s'inspirent des bruits de la nature, et donc j'imagine qu'il va découvrir d'autres choses. Ça commence un peu comme le début d'un truc d'horreur, hein, mais, mais pas du tout en vrai. C'est horrible. En vrai les récits horrifiques comme ça sont pas mal racistes finalement quand il réfléchit. Tu sais, les indigènes, c'est toujours les méchants qui vont bouffer les gens, quoi. Bah non, il y a des indigènes qui sont cool, hein, aussi. Bref, voilà, ça change un petit peu. Auteur cubain. Putain, il a mis 30 ans à sortir en France quand même, hein. Presque 35 ans même. C'est ouf. Voilà pour celui-ci. Où j'en suis. On retourne en France avec la célèbre Marguerite Duras et son livre Les Petits Chevaux de Tarquinia, qui n'est certes pas son roman le plus célèbre, hein, on va pas se mentir, mais qui quand même a marqué son temps.
où donc on va suivre le récit donc des vacances d'un groupe d'amis français qui partent dans un village isolé d'Italie, coincé entre la mer et la montagne. Alors, je sais pas pourquoi ils choisissent d'aller là, étant donné qu'on nous dit qu'il n'y a rien de spécial à faire et que la chaleur est écrasante. Et en fait, si, on nous dit que le lieu ne leur plaît pas, mais s'ils sont venus là, c'est que, comme chaque année, en fait, ils suivent toujours le plus populaire du groupe qui s'appelle Ludi. Donc voilà, lui, il a décidé de venir là, on ne sait pas pourquoi. Donc les autres le suivent. Le problème, c'est que ils en peuvent plus de la chaleur, ils n'ont rien à faire de leur journée. Et en fait, du coup, ces vacances-là vont leur permettre de remettre en question leur vie. Et voilà, hein, on est dans un truc dans une histoire un peu, ouais, de, de remise en question, voilà, de questionnement sur soi. Et en parallèle, on nous dit l'autrice évoque l'histoire d'un couple italien âgé qui vient de perdre son fils parce que leur fils était démineur et il a été tué par une bombe. Et donc, ils refusent de rentrer chez eux parce qu'ils ne veulent pas avoir à accepter la mort de leur enfant. Donc on va suivre cela en parallèle aussi. Et donc les thématiques du livre. Alors le climat, je sais pas pourquoi, le climat, voilà, d'accord, ok. Mais oui, parce qu'en fait c'est la chaleur qui va agir, qui va influencer un peu le comportement des personnages du groupe. L'amour problématique, voilà, donc j'imagine qu'il va y avoir des histoires entre les différents protagonistes, donc il y en a eu auparavant. L'amitié, bien évidemment. L'alcool, on nous dit aussi. L'alcool est un thème prédominant du récit. Parce qu'en fait, pour un peu oublier leur vie de merde, quoi. En gros, ils passent leur temps à boire. Ok. Et donc, la tentation du départ. Voilà, parce qu'en fait, tous veulent finalement prendre un nouveau départ dans leur vie. Voilà, pour celui-ci. Ah ouais, c'est vrai, putain, mais moi je kifferais d'aller rejoindre mes parents en Italie. Je comprends pas. Et donc, ouais, il y a une adaptation, sachez-le, en film l'an dernier, et qui s'appelle Azzurro. Film français, hein, quand même. D'ailleurs, Azzurro, il y a une faute d'orthographe, hein, je sais pas si c'est... Parce qu'Azzurro, normalement, c'est écrit avec 2 Z, ça veut dire bleu. Mais... ça veut dire azur. Bref, voilà. Merde, je me suis trompée, c'est sûr. Allez, on retourne à la science-fiction avec Planète à gogo de Frédéric Paul et Cyril M. Kornbluth. Par contre, ouais, alors désolé pour la couverture, mais j'ai pas trouvé mieux. Truc de fou, comme il n'y avait pas de couverture de ce roman. Mais bon, j'avais envie de le mettre parce que, je sais pas, c'était intéressant. Et puis parce qu'il a eu un grand succès, apparemment, ce livre-là. En fait, c'est une satire futuriste. Par contre, est-ce qu'on nous raconte? Oui. Donc voilà, on est dans un monde surpeuplé. Alors ça c'était un truc, je me rappelle, il y avait Soleil Vert aussi qui parut un peu dans les mêmes années. Hein. C'était un truc un peu à la mode de dire qu'on allait être surpeuplé. Voilà. Aujourd'hui, la mode, c'est normal parce que nous, on est dans le truc climat, réchauffement climatique et tout. Donc la mode en SF, là, c'est justement d'imaginer un futur où on aurait été un peu terrassé par le réchauffement climatique. Mais la mode, là, dans les années 50, c'était soit... Alors voilà, il y avait soit le risque nucléaire, hein, c'était un truc qui revenait souvent. Soit un totalitarisme, voilà, parce qu'on a été marqué par la Seconde Guerre mondiale, soit la surpopulation. C'était un truc qui revenait souvent parce qu'on estimait qu'on était de plus en plus nombreux et
Maintenant, c'est l'inverse. On trouve, alors c'est pas qu'on trouve qu'on n'est pas assez peuplé, c'est qu'on trouve qu'il n'y a plus assez de naissances. Donc, voilà, on revient en arrière. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, elle aime bien l'alcool dans ses romans, Marguerite Duras. Ah, c'est chiant qu'il y ait autant de décalage avec les commentaires. D'accord, non, mais c'est intéressant à savoir. Je savais pas, il faudra vraiment que je découvre cette autrice quand même. Donc, dans Planète à gogo, donc voilà, on est dans un monde largement surpeuplé. Les entreprises ont pris la place des gouvernements et détiennent maintenant tous les pouvoirs politiques. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un peu le cas de nos jours? Je veux pas dire, mais bon. Les États n'existent que pour assurer la survie des grandes sociétés transnationales. La publicité donc est devenue extrêmement agressive. Oui, bah oui, ça c'était une peur de l'époque. En fait, dans les années 50, ça, on commençait à peine à voir les prémices de la consommation de masse, en fait. Hein, voilà, du capitalisme de masse comme ça. Et du coup, bah forcément, on était très inquiet par rapport à ça. À raison, j'ai envie de dire, hein, au final. Et donc, grâce à cette publicité, alors la publicité étant la profession la mieux rémunérée, et grâce à cette publicité, le public est constamment dupé dans la croyance que la qualité de vie est améliorée par tous les produits mis sur le marché. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et voilà. Aujourd'hui, on fait en sorte de nous créer des besoins. Voilà. On nous explique qu'on a besoin d'objets dont on n'a pas besoin. Ben voilà. C'est exactement ça. Et il se trouve que, c'est rigolo, ça c'était peut-être la peur par rapport au fast-food et tout ça. Certains de ces produits contiennent des substances addictives conçues pour rendre les consommateurs dépendants. Vous savez qu'il y avait une légende urbaine sur McDo, hein, par rapport à ça, qui mettait un truc, un produit dedans qui rendait dépendant. C'est rigolo parce que du coup, voilà, on retrouve ça là. Je pense que c'est pas anodin. C'est pas un hasard, à mon avis. Et voilà, les éléments les plus fondamentaux de la vie sont extrêmement rares, y compris l'eau et le carburant. Bah tiens, il était très visionnaire, hein. Enfin, ils étaient très visionnaires, ces auteurs-là. Hein. Je veux pas dire, mais voilà. Donc, les moyens de transport sont actionnés par pédale. J'adore. Bah oui, aujourd'hui, on roule tous à vélo, donc c'est trop rigolo. Et donc, ils ont un peu ils ont colonisé la planète Vénus. Voilà. Enfin, ils commencent à coloniser la planète Vénus. Donc voilà, même en dépit du climat, parce que bon, je rappelle que Vénus c'est quand même une planète où il fait très très chaud. Mais voilà, c'est intéressant. Bon voilà, après, je sais pas s'il y a une trame, je pense qu'il y a une trame navale. Ah si, oui, on suit un protagoniste qui s'appelle Mitch, qui est un rédacteur vedette de l'agence de publicité Schockenföller, chargé de la campagne publicitaire pour attirer des colons sur Vénus. Voilà. Mais ce qui arrive le dépasse. Cela devient vite un conte de mystère et d'intrigue dans laquelle la plupart des personnages ne sont pas ce qu'ils semblent. Et la loyauté et la vie de Mitch changent radicalement au cours du récit. Ça a l'air trop bien. Je suis tellement hypée par ce livre. Ça a l'air trop bien ce livre. Je veux ce livre, mais je crois qu'il doit être un peu dur à... Je sais pas s'il a été réédité en vrai. Mais ça a l'air trop cool. Voilà, Et c'est tellement visionnaire, je trouve, en plus, c'est ouf. Hein. Ils étaient forts, hein. Ils étaient forts quand même, hein, ces auteurs de science-fiction. Il n'y a pas à dire, hein. C'est un truc de fou. Voilà, je sais même pas. Voilà, regardez, j'ai mis des points d'interrogation parce que je sais même pas de quand date. Je sais que ça a été la preuve, hein, voilà, avec la couverture de Noël, mais je sais pas de quand date l'adaptation en France, ni par quelle maison d'édition. Voilà, je saurais pas vous en dire plus. Mais visiblement, ça a été édité chez De Noël. Et je ne sais pas si c'est réédité à ce jour, donc je regarderai. Mais ça a l'air trop cool. Voilà. Ensuite, on reste dans la SF. Et dans la SF américaine, a fortiori. Hein. Ouais, c'est ça, c'était américain, ouais. Avec Les Plus qu'humains de Theodore Sturgeon. Theodore, si on veut bien prononcer. Et en fait, alors, il s'agit d'un recueil de nouvelles, de 3 nouvelles, très précisément. Voilà, donc là, il n'y a pas de trame narrative, hein, c'est vraiment 3 nouvelles distinctes, il me semble. Hein.
Mais bon, par contre, il y a une thématique en lien, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, on va suivre des êtres qui ont des capacités surhumaines, qui les placent souvent en marge de la société. Ça me fait penser à X-Men. Mais ils vont être conduits à se rencontrer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les lacunes que chacun a va être comblées par les aptitudes des autres, en fait. Jusqu'à ce que leur alliance va amener à un autre niveau de l'évolution. Et voilà, ça va créer une communauté en tant que plus qu'humain. Voilà, donc je veux pas en savoir plus, mais c'est intéressant. Et donc on va suivre plusieurs personnages comme ça. Ah ouais, alors c'est intéressant de parler des personnages. Donc on a Tout Seul, oui, il s'appelle vraiment Tout Seul, mais en tout attaché, avec 2 S, qui est surnommé l'idiot. Et donc apparemment c'est un autiste qui vit en marge de la société, donc jusqu'à sa rencontre avec les autres, et il a un pouvoir de télépathie. Il va devenir en fait le chef de leur communauté. Janie, qui est une petite fille négligée par ses parents, qui est douée de télékinésie. Beanie et Bonnie Whitcomb, qui sont 2 jumelles afro-américaines, qui ne parlent qu'entre elles ou à un autre personnage qu'on va voir après. Elles sont capables de téléportation, mais elles ne peuvent amener avec elles ni objets ni vêtements. Bébé, qui est fils de président, donc Bébé, lui, peut communiquer avec les jumelles. Il est atteint de trisomie 21. Sa mère est morte lors de son accouchement et son père l'a abandonné. Et il a une intelligence prodigieuse capable d'inventer l'antigravitation. C'est un truc de fou. Et donc ça va être le cerveau. C'est Bébé, c'est genre, je sais pas si c'est le plus jeune, mais c'est Bébé et ça va être le cerveau du clan, quoi. Alice, qui est une jeune femme rescapée d'un père abusif. Et elle vit dans une maison avec juste une domestique. Et en fait, elle recueille des enfants, apparemment. Donc oui, elle va recueillir certains des enfants du groupe, en fait, mais elle a du mal à les comprendre. Par contre, on ne sait pas trop ce que c'est sa capacité. Gérard Bouchard, qui est un orphelin télépathe. Et Hip Barros, qui est un génie incompris et lieutenant de l'armée de l'air. Et donc lui, par contre, il n'est pas dans le clan, en fait. Il enquête sur leur clan. Voilà. Voilà pour les personnages. C'était bien de présenter les personnages, parce que c'est intéressant, je trouve. Voilà pour ce plus qu'humain. Ça fait... Moi, vous savez à quoi ça me fait penser, en fait? Ça me fait pas penser aux X-Men. Ça me fait penser à La Nuit des Enfants Rois. Est-ce que vous avez lu La Nuit des Enfants Rois de Bernard Lantric? C'est ça son nom, le nom de l'auteur. Qui avait été on laisse pas Bébé dans un coin. C'est clair. Qui avait été adapté en film d'animation The Prodigies. La Nuit des Enfants Rois, en fait, ça me fait un peu penser à ça, parce que La Nuit des Enfants Rois, c'est des surdoués, en fait, qui sont un peu aussi en marge de la société, voilà, mais qui vont montrer un peu leur capacité. Et en fait, un jour, je crois qu'ils vont participer à une émission télé, un truc comme ça, mais sauf qu'ils vont subir une agression qui va être horrible, hein, viol, tout ça, machin. Et du coup, ils vont se venger. Mais genre vraiment se venger, quoi, de la société, en fait, qui s'est toujours foutu de leur gueule parce qu'ils étaient différents des autres, quoi. Voilà. C'était vachement bien La Nuit des Enfants Rois, hein. Très très marquant ce livre. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça, mais en version plus SF, quoi. Mais voilà. Mais j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup cette idée. Et je sais pas trop s'ils vont être gentils ou méchants, en fait. On sait pas trop. C'est pas très clair, finalement. Donc voilà, extrêmement intéressant en tout cas. Et on revient en France avec, pareil, alors comme je l'ai dit, hein, vous devez connaître par rapport au film, touchez pas au Grisby, pardon.
Donc, roman policier, écrit par Albert Simonin, à ne pas confondre avec Georges Simenon. Donc, dans cette histoire, on va suivre Fredo, qui est un petit truand, en fait, un petit truand parisien, hein, qui un jour rentre dans le bistrot où il a ses habitudes, où la pègre même a ses habitudes, hein, en fait, voilà, il y a tous ces potes-là. Et il va lancer à la cantonade qui va partir régler son compte à Riton de Montreuil, j'adore son nom, un cador, donc. Et donc, en fait, donc il va effectivement aller lui régler son compte. Max, qui est un ami de Riton, va être témoin de la scène et Fredo va être retrouvé mort par la police. Donc voilà, et donc Max va être premier suspect, et voilà, je ne vais pas en savoir plus. Bon voilà, ça a été adapté par Jacques Becker avec Jean Gabin et Lino Ventura, hein, qu'on voit sur la couverture du roman d'ailleurs, évidemment. Mais voilà, du coup, moi j'ai pas vu le film, j'ai évidemment pas lu le livre. C'est pas trop, pas trop mon kiff, ce genre de polar. Mais voilà, il fallait que je le mette parce que c'est quand même un peu notoire, on va dire. Voilà pour celui-ci. Allez, ça aussi vous devez connaître, donc La Vallée infernale de Henri Verne, qui est Verne ou Verne d'ailleurs, c'est un Belge francophone, donc je pense qu'on dit Verne, hein, qui est donc le premier roman de la série Bob Moran, que vous devez connaître. Vous savez, j'ai mis chanson. Que vous devez connaître grâce à Indochine, hein. Voilà, mais sachez que c'était avant tout une série littéraire où on suit un aventurier, comme son nom l'indique. Donc on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc Bob Moran, c'est un pilote dans une compagnie aérienne et son travail consiste à transporter des marchandises de la côte à l'intérieur de l'île. Et un jour, son patron va lui demander d'emmener 3 passagers vers une région dangereuse. Parce que y en a un qui veut prendre une photo d'une vallée remarquable, la fameuse vallée infernale, j'imagine, et les 2 autres, ils veulent survoler l'endroit où leur bombardier s'est écrasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, ils veulent voler les yeux d'émeraude d'une statue adorée par les Pygmées. D'où les paroles de la chanson. Et donc, évidemment, on se doute qu'ils vont pas très très bien être accueillis par les Pygmées en question. Voilà, les papous d'ailleurs même. Enfin non, c'est pas les mêmes. Il y a les Pygmées négritos et il y a les papous qui eux aussi vont pas être... Ah oui, ils se font la guerre les deux. Les 2 tribus se font la guerre, mais aucune des 2 tribus n'est ravie de voir les trois bons hommes rappliqués pour venir voler leur truc, quoi. Forcément. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a lu les aventures de Bob Moran. Moi, pas du tout, mais je suis pas trop roman d'aventure, hein. C'est pas vraiment mon kiff, pour le coup. Tu regarderas le prix d'occasion pour Planète à gogo en poche. Ah ouais. Non, mais je suis sûre que comme il est introuvable, il doit être super cher. Tu sais, j'ai pas regardé sur Amazon, quoi. Voyons voir ce que ça dit. C'est intéressant. Alors, déjà, il faudrait peut-être qu'il me le trouve. Ouais, mais il me le trouve même pas. Pourquoi? Comment il s'appelle déjà, l'auteur? Planète à gogo. Frédéric Paul. Attends, je vais faire un copier-coller. C'est Planète à gogo avec un S aussi déjà. C'est pas planète avec un S, c'est gogo avec un S. Alors je pense qu'il y a un jeu de mots. En fait, c'est pas planète à gogo, genre il y a plein de planètes, c'est la planète où il y a des gogos, parce qu'ils se font avoir par la publicité, tout ça là. C'est un jeu de mots. Ah voilà, planète à gogo. Excellent.
Enfin, je vais être moins, je vais dire moins excellent quand j'aurai vu le prix, hein, j'imagine, mais... Alors, poche à partir de 20 euros. Brochet à partir de 25 euros, effectivement. Ah ouais, de Noël. Présence du futur. Oui, bon, effectivement, c'est pas donné. Putain, en plus, elle est moche, l'édition poche, là. La vache, elle est super moche. 1971. Ouais, mais ça doit correspondre à l'année de... Bon, ben voilà. Bref. Oui, moi aussi, je connais par cœur la chanson. Donc voilà pour celui-ci. Alors... Bon, alors celui-là, pareil, putain, pas moyen de trouver une couverture. Déjà, pas moyen de trouver la couverture française. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est une couverture italienne, mais de mauvaise qualité. Alors qu'il y a bien eu une édition française. Hein. Donc c'est La Vigne. Oui, en plus, vous avez même pas le titre. Vous avez même pas le titre en français, en fait. Je viens de percuter parce que comme j'ai mis la couverture italienne, donc en fait, le titre français, il faut juste traduire, en fait, c'est La Vigne au raisin noir. Voilà. La Vigna di Uve Nere, c'est la vigne au raisin noir. Donc, et en fait, sa particularité, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est que c'est la première autrice italienne à raconter des histoires de mafia, en l'occurrence de la mafia sicilienne. Voilà, donc c'était intéressant, assez intéressant pour le signaler, puisque donc elle va mettre en scène les intrigues dans une famille sicilienne sur fond d'inceste et de crimes organisés. Wouhou, c'est pump it up. Voilà. Donc voilà. Ouais, on nous dit, c'est pas la première femme, on dit l'une des premières femmes, pardon, excuse-moi, l'une des premières femmes de lettres à prendre pour thème la mafia sicilienne. Voilà. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Casimiro, qui est un homme perfide et grossier vivant à Cinisi, où il cultive des vignes qui sont reconnaissables parce que les raisins sont très foncés, d'où le titre. Et en parallèle, il trafique dans des affaires louches. Il est marié à Concetta, qui est une femme qui lui est très dévouée, qui lui a donné 4 enfants, et chacun de ces enfants a été élevé par une famille paysanne différente. Voilà. Et donc, c'était la volonté du père, et aucun des enfants ne fréquente ses frères et sœurs, en fait. Truc de fou. Sauf que un jour, les enfants vont devenir adultes, et Casimiro va décider de les rassembler et de les faire venir vivre avec lui sur la ferme. Le problème... J'avais pas vu cette histoire. Enfin, en fait, c'est pas drôle, mais bon, c'est juste que juste que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Je m'attendais juste pas à ça. C'est que, en fait, bah oui, ils se connaissent pas, les enfants. Donc voilà, ils se sont jamais vus, ils ont été élevés séparément les uns des autres, donc c'est comme s'ils n'étaient pas du tout frères et sœurs, et il se trouve que 2 de ses fils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, et donc forcément, c'est une honte, d'où l'inceste dans le truc, c'est une honte inacceptable pour Casimiro. Truc de fou, cette histoire. Voilà. Donc, évidemment, sortie de l'ouvrage, controverse. Les Siciliens se sont déclarés offensés par ce portrait. Alors, en même temps, est-ce que c'est pas un peu vrai, d'un monde masculin, patriarcal, autoritaire et féroce. Bon, après je connais pas la Sicile, mais bon, quoi, j'ai envie de dire, surtout dans les années 50. Voilà. Ah, sur la Fnac, 217 €. Bah, tu vois, sache que tu peux le trouver sur Amazon pour 20 €. Voilà, ça va. Mais 217 €, oui, c'est un peu abusé. Alors après, donc je parle de Planète à Gogo. Hein. Alors après, tu le trouves à 20 €, mais c'est avec une couverture moche. Faut choisir. Voilà. Mais j'avoue qu'il me donne bien envie, celui-ci.
Donc voilà pour La vigne au raisin noir, qui est l'avant-dernier livre de cette série, et donc le dernier. Il s'agit d'un roman de Boileau-Narcejac. On retourne en France avec Les visages de l'ombre. Et donc, si vous ne connaissez pas Boileau-Narcejac, sachez qu'ils sont surtout connus parce qu'ils sont très souvent, leurs livres sont très souvent adaptés en film. Et notamment le plus célèbre étant Sueur froide. C'est ça, hein, que je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est Sueur froide, qui a donc été adapté par Hitchcock. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Voilà. Genre, je m'arrête là. Allez, salut. Donc là, on est dans le visage de l'ombre. On est où? On suit un grand industriel qui s'appelle Hermantier, qui est un patron des usines du même nom. Hein. Le truc, c'est qu'il va être victime de l'explosion accidentelle d'une grenade pendant qu'il jardinait. Alors oui, c'est l'après-guerre. Hein. Voilà. Et donc, ça va le priver de la vue. Et ça va être... voilà, il va devoir se réadapter à la vie. Et donc, il va devoir apprendre à redevenir autonome en étant atteint de cécité. Il veut reprendre les rênes de son entreprise. Il veut même développer un nouveau prototype. Alors, qu'est-ce qu'il crée d'ailleurs? On ne sait même pas. On ne sait pas ce qu'il crée. Sauf que, voilà, il se rend compte que il est incapable de se rappeler de tout. Il n'a plus l'autorité d'antan. Voilà, il se retrouve vite perdu. Et il doit s'en remettre à ses proches. Le problème, c'est qu'il y a des petits incidents étranges autour de lui qui vont faire naître une grande inquiétude en lui. Et donc, en fait, il commence un petit peu à devenir parano. Finalement, il est persuadé que les gens complotent autour de lui. Il se méfie de tout le monde, même de sa femme, même de son meilleur ami. Et je veux pas trop en lire en fait, c'est pour ça, mais je cherche s'il y a un plot, s'il y a un twist, s'il y a quelque chose, un élément perturbateur. Enfin, c'est déjà ça l'élément perturbateur, mais qui lancerait une histoire. Mais je veux pas me spoiler, donc tant pis, je vais m'arrêter là. Je veux pas trop me spoiler parce que j'ai l'impression qu'il raconte toute l'histoire. C'est le problème avec Wikipédia, c'est que soit ils nous font un petit résumé propre, enfin un petit synopsis propre, soit ils nous font, ils racontent toute l'histoire du livre. Donc on va éviter quand même, hein, surtout que c'est un roman policier, ça sera un peu con quand même de se spoiler. Mais voilà, je l'ai mis parce que c'est Boileau-Narcejac. Un jour, il faut vraiment que je découvre ces auteurs. Alors oui, moi j'aimerais évidemment lire Sueur froide. J'aimerais bien lire aussi, il y en a un autre que j'ai, c'est L'âge bête, qui a aussi été adapté en film. Je me souviens plus du synopsis, mais c'était un truc vachement cool. Vachement original. Voilà. Et voilà. J'ai fait le tour des livres qui ont marqué cette année 1953, l'année de naissance de mon papa. J'espère que ça vous a plu. Du coup, le mois prochain, on sera dans les années 60. J'ai pas encore décidé de l'année. Voilà, moi, ce que j'aime bien, évidemment, c'est d'avoir les anecdotes autour des parutions des livres, surtout les contextes politiques, historiques, etc. C'est toujours très intéressant. Je voudrais que la caméra se focus sur moi. Non, toujours pas. Du coup, je vais vous laisser là. Sachez que la prochaine vidéo sera un bilan lecture que je tournerai donc dimanche soir avec toujours les copines du live, hein, évidemment. Il va y avoir 7 ou 8 livres, je ne sais pas encore exactement. Je vous redirai ça. Voilà, sur ce, donc je vous dis à bientôt YouTube, donc ma prochaine vidéo bilan lecture. Merci encore. Bien.